Bonjour et bienvenue sur notre 20e session Intimus, le webinaire qui accompagne l'intimité relationnelle et sexuelle. Intimus vous est proposé par la chaire UNESCO Santé sexuelle et droits humains au travers de la plateforme Zoom et sur le Facebook Live. Chaque session est à retrouver en replay sur la chaîne YouTube chaire UNESCO Santé sexuelle et droits humains. À chaque nouvel épisode d'Intimus, nous accueillons un ou une experte pendant 1 heure, le temps d'aborder un thème en lien avec la santé sexuelle. Je suis Georgina Lepoul, je serai à l'écoute de toutes vos questions durant ce webinaire. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions dans le chat, en adressant vos questions soit à l'animatrice, soit à Grace Takash, soit à Georgina Lepoul, ou en commentaire sur le Facebook Live. Toutes vos questions sont anonymes, donc n'hésitez pas à participer. Depuis ces 3 mois que nous échangeons autour des questions d'intimité, de sexualité et de relationnel, il y a une chose que nous n'avons pas encore abordée. C'est pourtant, peut-être curieusement, quelque chose que nous croyons tous connaître, du moins en théorie. Joël Mignot a donc aujourd'hui accepté de venir nous parler du Kama Sutra. Mais qu'est-ce que le Kama Sutra? Est-ce que c'est un sport extrême pour des cascadeurs un peu téméraires? Est-ce que c'est une suite de positions qui assure un plaisir sexuel sans fin? Ou est-ce que c'est une toute autre manière d'aborder la sexualité? Donc merci Joël de répondre à nos questions sur ce sujet très intéressant aujourd'hui. Bonjour Georgina, bonjour à toutes et tous. Donc, pour rappel, Joël est déjà intervenue plusieurs fois sur nos webinaires et vous êtes psychologue, sexologue clinicienne, directrice du pôle santé sexuelle et droits humains à l'université Paris Diderot et rédactrice en chef de la revue Sexualités humaines. Mais vous êtes aussi une passionnée d'Inde, ce qui nous a amené à parler en off de ce sujet qui est le Kama Sutra. Et l'équipe d'Intimus s'est finalement dit pourquoi ne pas partager tout ce savoir sur ce beau sujet avec notre audience. Oui, alors le Kama Sutra, il faut commencer à dire que c'est quelque chose de très complexe. Et en fait, quand je me suis plongée dans son histoire, dans sa structure, dans sa mise en application aussi, eh bien, j'ai découvert beaucoup de choses et je me suis aperçue que vraiment cette complexité, elle méritait d'être fouillée. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on cherche un peu sur Internet, on trouve toutes sortes de Kama Sutra. C'est-à-dire que le Kama Sutra est un objet en soi qui suscite beaucoup de projections et qui a été décliné. Alors, on trouve par exemple le Kama Sutra minceur, le Kama Sutra paresseux, le Kama Sutra catalan, le Kama Sutra romantique, celui des vacances d'été. Il y a même des Kama Sutra à gratter, anti-mal de dos. Enfin voilà, on a tout un panel comme ça de Kama Sutra qui ont été donc déclinés et qui sortent en permanence, qui permettent aussi de faire un peu se promener un peu l'imaginaire. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on le résume ou on le réduit souvent à un certain nombre de positions sexuelles un peu acrobatiques, comme vous l'avez très bien dit. Alors, c'est vrai qu'il y a une partie du Kama Sutra qui est liée aux positions. Alors, toutes les positions que nous connaissons, nous, qui peuvent être des positions classiques, la position du missionnaire, Andromaque, etc. Mais surtout, il y a tout un panel de positions assez originales. Alors, on peut retrouver, par exemple, la position du cadenas, celle de la cavalière, celle de la bicyclette impudique, de la chevauchée fantastique. Enfin, il y a des choses extraordinaires dans ce Kama Sutra. Mais ça ne va pas être ça le plus intéressant et le plus important, même si tous ces termes sont poétiques et évidemment nous permettent aussi de nous représenter toutes ces positions. Ce qui est intéressant, c'est d'abord d'où il vient, ce qu'il intègre, que c'est une vision holistique de la sexualité et très, très globale. Et ça a été une vraie découverte. Voilà. Donc, cette vision globale, elle intègre beaucoup de choses. Elle intègre une certaine norme aussi en matière de relations amoureuses, avec un cadre qui a été posé. Et historiquement, le Kama Sutra, je ne sais pas si c'est une des premières questions peut-être que nous pouvons aborder, c'est d'où il vient, c'est-à-dire qu'il a été écrit par un auteur qui s'appelle Vitsayayana et il a été écrit entre le 4e et le 7e siècle. Donc, on est dans une période de l'Inde qui est une période
relativement ancienne, hein, et qui est basée sur des textes. Et c'est le plus ancien texte écrit sur l'érotisme et l'art de l'amour, qui a été ensuite traduit beaucoup, beaucoup plus tard, en 1876, qui a été traduit par un Anglais et ensuite qui est devenu légal dans le monde à partir de 1963. Donc, vous voyez, ça a été un texte qui a été aussi caché, qui a vécu tout au long de ces siècles. Et donc, c'est intéressant de voir aussi qu'aujourd'hui, on l'a réduit à un certain nombre de positions, mais qu'il est beaucoup plus riche que simplement un art un peu de position corporelle. Et c'est pour ça qu'on a choisi d'en parler aujourd'hui avec Voilà, vous et de voilà. laisser les gens poser leurs questions sur Alors, peut-être définir ce que c'est que Kama Sutra, déjà. Qu'est-ce que ça veut dire, hein? Donc, en fait, dans la définition, il a été écrit en sanskrit. Donc, cette définition, elle est liée ce qu'on appelle le deuxième stade de la vie, c'est-à-dire le stade de l'amour, et qui intègre quelque chose de très important et qui nous touche, nous, évidemment, les sexologues, c'est l'usage des 5 sens, mais toujours relié à l'esprit et à l'âme. Là, on a une très belle image de Kaujaro, donc, qui est un site, le site le plus connu où il y a toutes les représentations érotiques en Inde. Il y a d'autres sites en Inde où on voit des positions érotiques qui sont gravées à l'extérieur des temples. Mais celui-là, c'est le plus connu. Donc voilà, donc en fait, Kama, ça veut dire désir, tout simplement, et puis Sutra, ça veut dire fil, cordon. Donc c'est le cordon du désir, le fil du désir, le Kama Sutra. Donc en fait, c'est un traité, hein, qui a été en fait une sorte de norme sur les relations amoureuses, avec des recommandations, des conseils de séduction. Et en fait, c'est un art de vivre. On pourrait le dire comme ça, lifestyle. Hein, c'est d'ailleurs ce qu'on retrouve aujourd'hui quand on voit aussi comment en Inde la sexualité est prise en charge aujourd'hui. On parle beaucoup de lifestyle. Et ce traité était au départ destiné plutôt à l'aristocratie. Alors, que peut-on dire globalement? C'est que en fait, c'est une recherche de l'universalité, une recherche universelle du plaisir. C'est ça qui est intéressant. Hein, c'est que ce n'est pas simplement une recherche qui serait uniquement corporelle. Ça intègre vraiment plusieurs dimensions, la dimension poétique et la dimension spirituelle. Donc, il n'y a pas que dans le livre des positions dessinées. Non, bien sûr que non. Alors, comme il y a plusieurs axes à cet art d'aimer, hein, il y a 7 parties dans le livre. 7 parties. Alors, et une seule parle des positions, de 64 positions, une seule partie. Donc, toutes les autres parties sont très importantes. Alors, la première, c'est les 3 buts de la vie. Vous voyez, c'est vraiment déjà quelque chose de très spirituel, hein, avec la connaissance du plaisir et du désir, et puis la connaissance des valeurs qui accompagnent le désir et le plaisir. Vous savez aussi que moi, je suis très attachée à ce travail sur les valeurs, hein, dans notre chaire. Donc, j'ai trouvé que c'était intéressant parce que c'est le premier livre, c'est celui qui parle des valeurs. Et puis ensuite, alors il y a aussi une partie, la deuxième partie est plus autour de conseils, des conseils de sens commun, hein, qui traitent de l'union sexuelle. Donc là, vous avez une très belle représentation des différentes positions. Enfin, elles n'y sont pas toutes, et on verra d'ailleurs qu'il y a des choses intéressantes dans ces petites gravures. Ensuite, la troisième partie, elle traite plutôt de la séduction et de comment séduire une femme. La quatrième partie traite plutôt de comment doit conduire une épouse, parce que c'est vrai que il y a la question aussi du couple, hein, du mariage qui est importante. Le mariage est un moment de la vie en Inde extrêmement important, encore aujourd'hui. Hein, aujourd'hui, toute la vie des individus en Inde est centrée sur le mariage.
D'ailleurs, c'est pour ça que le mariage est une cérémonie extrêmement coûteuse et on retrouve déjà à cette époque-là cette importance. Et puis, il y a une partie qui concerne plutôt la question des amants adultères en particulier. Les courtisanes, l'art des courtisanes, donc les courtisanes étant aussi un autre type de femmes. Donc, on voit que les femmes sont très, très présentes dans le Kama Sutra. On va y revenir. Et on va y revenir parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de découvertes autour de la position de la femme. Donc finalement, c'est quelque chose de très, très complet, le Kama Sutra. Oui, la dernière partie, ce sont les méthodes occultes, c'est-à-dire tout ce qui touche la magie et les effets de la magie sur l'amour. Donc voilà, donc c'est un traité de mode de vie qui va intégrer beaucoup d'autres choses que des positions sexuelles, encore une fois, mais aussi beaucoup d'autres choses que de la sensorialité et de la sensualité. Ça intègre de la musique, de la nourriture, des parfums, tout ce qui touche finalement à la sensorialité et à cette approche très, 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 très globale, mais vraiment très globale de la sexualité. Donc c'est absolument pas réducteur. Ouais. Est-ce que c'est pas finalement le Kama Sutra une sorte de guide à la sexualité et à la santé sexuelle complètement avant-gardiste? Complètement. Complètement. Et quand on s'y penche, on voit que cette approche du IVe siècle, quand même, est bien donné toutes les voies sur lesquelles on peut aujourd'hui aider, par exemple, nos patients, c'est-à-dire leur donner cette ouverture, parce que souvent ils arrivent avec une sexualité extrêmement restreinte, très coïtale, très, très, très limitée. Et en fait, moi, je me suis récemment surprise à parler du Kama Sutra avec mes patients, parce que j'étais en train de travailler dessus et de leur expliquer aussi qu'effectivement, la sexualité, bien sûr, c'est quelque chose de beaucoup plus global que simplement un rapport sexuel. C'est un guide aussi pour les câlins, pour les baisers, pour les morsures, pour les griffures, on verra ça tout à l'heure. Ça intègre tout un tas d'approches qui peuvent s'exprimer dans la relation à deux ou à plusieurs. Ça, on verra aussi, c'est quelque chose qui peut, on le voit d'ailleurs sur les gravures, qu'il y a des scènes avec beaucoup de personnages en fait. Est-ce que vous pouvez revenir une minute est très présente aussi. Est-ce que vous pouvez revenir une minute, s'il vous plaît, sur à qui était destiné ce traité? Oui, alors il était plutôt destiné au départ, ce qu'on en sait, parce que voilà, ça reste toujours un peu mystérieux, ce qui s'est passé au IVe siècle. C'était destiné plutôt à l'aristocratie, donc plutôt aux gens qui déjà sans doute s'interrogeaient sur peut-être au milieu un peu intellectuel aussi de l'époque. Voilà. Mais en même temps, quand on voit que tous ces temples exposent toutes ces positions, et donc que forcément que ça produit de l'imaginaire, ça produit de la représentation pour chacun, eh bien tout le monde pouvait aussi s'inspirer en fait de ces. Alors je ne sais pas comment ça se passait au IVe siècle, mais j'imagine que des gens pouvaient s'inspirer de ce qu'ils voyaient sur les temples. Donc voilà. vous avez parlé de la spiritualité. Oui. Vous parliez d'une partie qui était réservée aux femmes, comment être une bonne épouse. Oui. Et du coup, est-ce qu'on peut revenir un peu plus en détail sur la place de la femme dans le Kama Sutra? Absolument. Est-ce que c'est juste un objet de plaisir pour les hommes ou est-ce que ce serait l'égal sexuel des hommes dans... Alors, il y a une dimension d'égalité qui est très intéressante et surtout, il y a une dimension de liberté. Il y a beaucoup de conseils sur la séduction, par exemple, la question du remariage. Vous savez qu'en Inde, les veuves, par exemple, ne peuvent pas se remarier. Alors, encore aujourd'hui, c'est encore très, très compliqué. Avec la pratique du sati dans certaines Donc, régions. alors, la pratique de la sati, oui. La sati, ce sont ces femmes qui se jettent dans le bûcher quand elles ont perdu leur mari. Alors, il y a la dernière femme qui s'est jetée dans un bûcher, c'est en 1987, c'est récent. Mais c'est vrai que ça fait partie de ce qu'on appelle la loi de Manu. La loi de Manu, c'est un recueil de règles de vie, en fait, qui a réglé toute la question des castes en Inde en particulier, et de la sati en fait partie. Donc voilà, donc effectivement, pendant toute une longue période, eh bien, les femmes qui étaient veuves devaient se sacrifier sur le bûcher après la mort de leur mari. Ce qui n'existe pas
oui, il y a une très jolie image là d'une position voilà, du Kama Sutra. Ce qui n'existe pas dans le Kama Sutra. Hein, dans le Kama Sutra, les veufs peuvent tout à fait reprendre une vie sexuelle tout à fait active. Le désir des femmes doit être respecté dans leur épanouissement. Donc ça, c'est vraiment le centre même du Kama Sutra. Ça, c'est vraiment intéressant. Un autre point aussi, les mariages forcés. Alors, vous savez qu'en Inde, aujourd'hui encore, il y a des mariages forcés. La plupart des mariages sont des mariages arrangés. Alors, de moins en moins, mais quand même, dans les grandes villes, un peu moins que dans les zones rurales. Mais dans les zones rurales, moi, j'ai parlé encore très, très récemment avec des Indiens et donc, ils ne choisissent pas leur compagnon de route, hein, ou leur compagne de vie. Hein, c'est imposé par la famille. Le choix, il est fait par la famille. Et dans le Kama Sutra, les mariages forcés sont interdits. Donc, vous voyez, on était déjà beaucoup plus… Et on va voir comment ça a évolué, hein, pourquoi ça a évolué aussi. Un autre point aussi très important, c'est l'homosexualité. Elle est acceptée comme une expression naturelle de la sexualité. Et pas du tout comme quelque chose de rejeté, comme aujourd'hui, ou de déviant, comme ça peut l'être encore dans certains pays aujourd'hui. Alors l'homosexualité en Inde aujourd'hui, elle est reconnue hein, depuis très peu de temps. Hein. Mais pendant des années, ça a été quand même très compliqué pour les homosexuels. Alors, il y a une attitude d'égalité hein, et surtout de ce qu'on défend nous aussi dans notre chair, c'est la question de la réciprocité, qui est une des valeurs hein, de la santé sexuelle. Eh bien, la réciprocité, elle est au cœur du Kama Sutra. Donc voilà, donc on retrouve toutes ces valeurs de liberté, de respect, de réciprocité, d'égalité aussi. Donc vous voyez, et ça a été une vraie découverte parce que quand je m'y suis penchée, je ne pensais pas que ça allait me parler autant finalement. Ça, et du coup, là, vous nous parlez d'un Kama Sutra qui est finalement très ouvert, très libéral, très acceptant sur des questions d'orientation sexuelle, de la place des individus, etc. Pourtant, c'est pas actuellement une réalité qui est vécue partout. Pourquoi ? C'est parce que, bon, comme je vous disais, entre le 4e et le 7e siècle, c'est écrit. Et puis après le 7e siècle, eh bien, comme toujours, hein, les pratiques sont influencées par l'histoire. Et l'histoire, c'est qu'il y a eu l'islamisation de l'Inde. Ça, c'est le premier point qui a fait qu'effectivement la sexualité a été complètement étouffée et mise sous le boisseau en fait, hein, et en particulier évidemment la place de la femme qui a complètement changé. Donc il y a eu toute cette affaire de l'islamisation qui voilà, aujourd'hui pose d'autres problèmes et d'autres questions entre les hindous et les musulmans, mais il n'empêche que cette islamisation, elle a eu une vraie conséquence sur la vie intime. Et puis, il y a le deuxième point historique qui est très intéressant, c'est le puritanisme qui a été imposé par les Anglais. Donc là, on est plus au 19e siècle, hein, et après soutenu par le bouddhisme. Il faut le savoir aussi. Hein, il y a un puritanisme bouddhiste très important. Le bouddhisme étant un dérivé de l'hindouisme. Hein, Bouddha est un avatar, hein, c'est un des avatars de Vishnu. Donc voilà. Donc en fait, on va revoir un petit peu comment ça se structure spirituellement, tout ça, parce que de façon très simple, hein, parce que c'est très complexe. Hein, c'est vraiment, on survole un peu, mais j'essaye de vous donner le plus ce que j'en ai compris en fait. Voilà, ce que j'en ai compris. Donc il y a eu ce puritanisme qui est arrivé au 19e siècle et qui a enfermé encore plus la sexualité. Donc Kama Sutra est resté vraiment très, très secret. D'accord. Voilà, un peu en gros comment on peut situer les choses. Hein. Voilà. Alors après, il y a un cadre spirituel. Hein. Voilà, c'est une question qui arrive là. Vous parlez d'islam, vous parlez de bouddhisme, vous parlez de beaucoup de choses. Est-ce que le Kama Sutra est directement lié à la religion ? Alors, il s'inscrit dans un mouvement spirituel et il est très spiritualisé.
hein, dans la dimension, par exemple, de l'union sacrée. Euh, euh, tout est spiritualisé. Ceci dit, dans les gravures que vous voyez, qui sont pour la plupart des gravures anciennes, hein, qui ont illustré le Kama Sutra, on ne voit pas des dieux, hein, on ne voit pas les dieux dont je vais vous parler là après. On ne les voit pas. C'est monsieur et madame tout le monde. Alors, monsieur et madame tout le monde peut-être un petit peu plus du côté de l'aristocratie quand même, mais il n'empêche que ce ne sont pas des dieux qui sont dans ces positions. Ceci dit, il y a un cadre spirituel très fort. La spiritualité hindoue est impliquée dans la vie quotidienne. Ça, il faut le savoir aussi. Quand on va en Inde, on le ressent immédiatement et c'est vraiment le choc. Il y a d'autres chocs, mais celui-là, c'est un vrai choc. C'est-à-dire que la spiritualité, elle est dans la vie de chacun au quotidien. Et ça, c'est pas tout à fait le cas, plus tout à fait le cas en Occident. On a des lieux, on va dans les églises, dans les mosquées, dans les synagogues, on a des lieux où on peut se retrouver, on peut faire des prières chez soi, mais dans la vie courante, on n'est pas vraiment dans une vie spirituelle, alors qu'en Inde, on est dedans en permanence. Et ce d'autant plus, enfin moi c'est ce que j'en ai compris, c'est que c'est une société de l'image. D'ailleurs, c'est pour ça que le cinéma indien est un des plus grands cinémas du monde aussi. Hein. Ça va ensemble. Hein, vous voyez, il y a des liens entre tout ça. Hein. Cette société de l'image, tout est représentation. Hein. Et vous avez une iconographie extrêmement importante en Inde. Hein. C'est d'ailleurs l'image, le cinéma, je vous ai dit, il y a aussi beaucoup de visuels parce que d'abord c'est très beau, il y a beaucoup de couleurs. Enfin bon, la vue est très très impliquée quand on arrive dans ce pays, surtout dans le Nord. Donc voilà. Donc ce cadre spirituel, il est basé sur en fait ce qu'on appelle la Trimurti, c'est-à-dire les trois grandes figures spirituelles indiennes. Brahma, qui est le créateur, hein, Brahma a un seul temple en Inde, c'est à Pushkar, cette ville d'ailleurs que je connais très bien puisque c'est là où je passe souvent un peu de temps l'hiver. Donc, il y a une seule ville en Inde où il y a un temple de Brahma, c'est à Pushkar, pour des raisons de légende en fait, dont je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a une très belle légende, une légende d'ailleurs qui a à voir avec le couple. Et donc, Brahma, il a 4 visages, dont un visage caché. Donc, je ne sais pas si vous avez cette représentation d'un dieu avec 3 visages, mais il en a un 4e qui est caché, qui est derrière. Donc voilà, donc ça peut nous évoquer plein de choses d'ailleurs. Hein. 3 visages plus 1 qu'on ne voit pas, qui est invisible. Après, il y a Vishnu, qui est le 2e, hein, qui est ce qu'on appelle le préservateur, le sauveur. Il a une haute tiare, comme ça, sur la tête, et c'est le seul dieu qui a des avatars. On parle des avatars maintenant dans le milieu informatique, etc. En fait, ça vient de là. Hein, c'est Avatara, c'est vraiment, dont un des avatars est Krishna, et on reviendra sur Krishna tout à l'heure, parce que Krishna est un grand amoureux, donc c'est un très joli dieu. Puis le 3e, c'est Shiva, alors qui est le dieu destructeur, et qui est reconnaissable parce qu'il a un grand chignon, et en fait, ce chignon représente les eaux du Gange, et donc on peut les reconnaître assez facilement. Et ce qui est assez intéressant, c'est que chacun de ces dieux a plusieurs bras. Vous savez qu'on voit toujours les dieux avec des bras. Mais ce qui est intéressant, c'est pas tant qu'ils aient plusieurs bras que ce qu'ils portent dans leurs mains. Et ils ont tous des objets différents qui ont du sens par rapport à leur sens spirituel, en fait. Voilà. Mais le plus important, c'est que toujours en Inde, il y a une structuration bisexuée des dieux. Alors celui qui représente peut-être le plus cette représentation bisexuée, eh bien effectivement c'est Shiva et Parvati, sa femme, on va en parler, et qui donne naissance à un dieu qui est complètement bisexué, dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc voilà. Et cette bisexualité, eh bien, elle est aussi très très originale finalement. Parce que ça veut dire quand chacun de nous, ça on le sait, c'est pas que l'hindouisme qui le dit, la bisexualité psychique elle existe, chacun de nous a une part féminine et masculine, hein, et les psychanalystes évidemment ont beaucoup travaillé aussi là-dessus. Mais en Inde, cette part féminine, elle s'appelle la Shakti, c'est vraiment l'énergie féminine qui peut circuler
à l'intérieur de chacun de nous. Donc, vous voyez, on est dans une spiritualité qui est très forte. Alors, elle est aussi très marquée par les femmes. Je ne sais pas si vous avez envie que je vous Alors, on parle a un une petit question, peu. je vous interromps pour les questions du public. Quelqu'un qui nous demande d'avoir un détail sur la différence entre religion et spiritualité. Alors là, c'est une grande question. Là, c'est une question énorme parce que, bon, évidemment, la religion, ça pose la question du dogme. Hein, c'est vraiment c'est comme ça que je le vois. S'il faut me poser la question, dans la religion, il y a un dogme. Alors après, la spiritualité est plus large puisqu'elle implique plutôt le sens d'une réflexion intérieure, le sens des valeurs, le sens. Enfin voilà. Donc la spiritualité, pour moi, c'est plus large que la question de la religion. La religion, c'est finalement un dogme avec des rituels qui doivent être appliqués, et puis ça pose la question de la croyance, de la foi. Alors bon, l'hindouisme est une religion. Hein, et en même temps, l'Inde est un pays où il y a énormément d'autres religions. Hein, il n'y a pas que l'hindouisme, notamment l'islam est très présent, le catholicisme un petit peu, surtout dans le sud, surtout dans le Kerala, où là il y a des églises et des croix partout. C'est très drôle d'ailleurs parce que c'est vraiment très très mixé au niveau. Et puis il y a une religion, il y a deux religions très intéressantes et très importantes, c'est le sikhisme et le jaïnisme. Alors le sikhisme, vous connaissez les Sikhs qui ont des très jolis turbans là, qui est un mélange d'islam et d'hindouisme, et puis le jaïnisme qui est tout à fait passionnant parce que c'est une religion écologique, très liée à la nature. Et les jaïns, d'ailleurs, les vrais jaïns vivent nus, totalement nus, donc avec l'idée du dépouillement. Enfin voilà. Donc et puis il y a d'autres religions aussi. Hein, il y a une toute petite communauté juive dans le Kerala aussi qui est plus beaucoup active aujourd'hui, mais voilà, toutes ces spiritualités se mélangent, toutes ces religions pardon se mélangent pour créer un espace spirituel où finalement cette spiritualité qui à mon avis rejoint quelque chose de l'ordre du créateur. Dans une généralité, on y met Dieu, on y met autre chose, mais voilà. Donc, il y a toujours une force au-dessus. Voilà, on va le dire comme Pour ça. revenir directement au sujet qui est le Kama Sutra aujourd'hui, Oui, on nous demande des s'il y a questions des liens. difficiles. Ouais, non, mais c'est sûr, ça pose de grandes questions. Ouais. Il y a des gens qui demandent si on voit une influence de la spiritualité directement dans le Kama Sutra, dans les positions que nous on connaît du Kama Sutra. Est-ce qu'il Oui, y a un oui. lien? Oui, Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, je vais vous donner un exemple. on Il aime les exemples y a une ici. position, voilà. Alors, on va reparler après des positions. On a encore un peu de temps. Bon, je vais vous parler aussi des déesses. Si on a le temps, on pourra toujours en parler. Mais il y a un exemple que j'aime bien citer. Il y a une position du Kama Sutra qui s'appelle le baratage. D'accord. Voilà. Alors, j'imagine que ça provoque tout de suite une représentation, le baratage, dans une position. Surtout chez les Bretons, je pense, et les Normands. Alors, effectivement, ça a à voir avec ça, ça a à voir avec le baratage de la crème qui devient du beurre, Du puisque beurre. c'est ça chez les Bretons. Hein. Voilà. Donc, le baratage qui est donc une des positions du Kama Sutra qui intègre un mouvement, le mouvement du sexe masculin dans le sexe féminin, a directement à voir avec l'origine de l'hindouisme et surtout la création du monde dans l'hindouisme. Dans l'hindouisme, la création du monde, il est dit que le monde a été créé parce que il a été produit un barattage de la mer de lait. La mer de lait a été barattée. Et c'est comme ça, alors on ne sait pas d'où elle vient la mer de lait, elle existait déjà avant, hein, c'est toujours pareil, l'histoire de la création, voilà, on peut toujours se poser ces questions. Donc voilà, le barattage de la mer de lait, c'est vraiment la création du monde. Et moi j'ai visité un temple à Bénarès en particulier, qui était vraiment extrêmement authentique et très très impressionnant, où on rentrait dans le temple et on barattait le lait. On barattait le lait pour refaire ce geste symbolique du barattage de la mer de lait, de la création. Et dans la position du barattage, dans la position du Kama Sutra, eh bien, cette position, c'est ça. C'est l'homme, parce qu'on va voir que dans les positions, il n'y a pas que des positions, il y a aussi des mouvements.
Mhm. C'est le fait que l'homme baratte son, son sexe Avec son sexe. dans le sexe de la femme. Voilà. Donc, D'accord, oui, voilà, donc un ça, c'est vrai un lien exemple. direct entre spiritualité et Voilà. Alors là, je vous donne un exemple comme ça. Il y en aurait certainement d'autres. Hein. Bien sûr qu'on peut trouver des tas il y a tout ce qui concerne les fluides, par exemple. Je peux en citer un autre. Et là, on va rejoindre les femmes, les déesses, notamment Sarasvati, donc, qui est la femme de Brahma, qui s'appelle la fluide. Son surnom, c'est la fluide. Et ce qui est intéressant, c'est que elles sont toutes très belles en général, hein, mais elle est particulièrement belle. Et donc Sarasvati, la fluide. Donc évidemment, les fluides, vous comprenez bien à quoi ça nous fait penser. Là, c'est pas Brahma, ça je crois que, à mon avis, c'est Krishna et Radha, mais parce que des fois les dieux après ils peuvent être aussi, voilà, ils peuvent être transformés, mais je pense que c'est Krishna et Radha, il me semble. Donc Sarasvati, c'est la déesse des arts et de la transmission de la connaissance. C'est la déesse de l'intelligence. Hein, c'est la maîtresse des Védas. Les Védas étant les textes sacrés anciens. Donc voilà. Donc, vous voyez, elle intègre en elle-même déjà, cette Sarasvati, la question de la fluidité féminine. On a Parvati aussi, qui est la femme de Shiva, hein, et qui est incarnée par l'ondulation du corps. Quand on fait de la danse indienne, moi j'en fais un peu, donc voilà, on apprend à décaler son corps sur 3 angles. C'est la base de la danse, en particulier d'une danse qui est celle de l'Est, du nord-est de l'Inde. Et l'ondulation du corps, c'est vraiment voilà, la question aussi de la féminité. Et Parvati incarne. Et les ondulations font partie des mouvements du Kama Sutra. Alors là, j'ai une question quelqu'un qui nous écoute qui dit on sait que dans l'hindouisme, toute femme peut incarner une déesse suprême. Est-ce qu'on retrouve ce type de croyance dans le Kama Sutra? Ça renvoie peut-être un peu Alors, à une autre déesse. oui. Alors, j'ai envie de dire oui, sauf que ce n'est pas des dieux qu'on voit dans les représentations. Et il n'est pas question de tous ces dieux-là, en fait. Là, ce serait plutôt la base, en fait. Hein. Donc, oui, moi, j'aurais tendance plutôt à dire que il y a effectivement cette spiritualisation de la féminité, hein, qui est très forte dans le Kama Sutra, mais pas seulement de la féminité, aussi de la masculinité. Et ça, on le retrouve dans le lingam et le yoni. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais... Non, est-ce que vous pouvez développer un peu ces notions-là? Oui, alors lingam yoni, alors vous en avez une représentation, vous avez déjà vu, c'est ce petit objet où on voit un petit promontoire qui est sur un objet qu'on voit partout, qui est assez courant. Donc le lingam, c'est le sexe masculin, c'est le phallus en fait. Hein, c'est vraiment la représentation du phallus. Shiva en est le dieu d'ailleurs. Hein. C'est lui qui, d'ailleurs, à Bénarès, on trouve des lingams partout, 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 partout. On marche dessus sur les ghats quand on va dans le Gange. Donc vraiment, la spiritualisation, elle est aussi autour du sexe masculin. Elle n'est pas que dans le sexe féminin. Lingam, c'est le sexe masculin. Yoni, c'est le sexe féminin. Et donc les deux sont reliés dans un même objet, qui est un objet qui est vénéré par beaucoup d'hindous. Voilà, comme le lien très sacré entre le sexe de l'homme et le sexe de la femme. D'accord. Et ça, on le retrouve dans le Kama Sutra, on le retrouve plutôt quand le Kama Sutra parle un peu on verra, des caresses sexuelles. Alors, pas les caresses qui sont faites entre 2 partenaires, ça fait partie aussi du Kama Sutra, mais des caresses entre sexes. Parce qu'il y a tout un codage des caresses entre sexes, de comment les sexes eux-mêmes peuvent se caresser. Et c'est pas pareil que les caresses que nous, on appellerait les préliminaires, qui font partie aussi du Kama Sutra. Vous nous parliez aussi un peu plus les détails, on a encore un peu de temps. Hein. Oui. Voilà, alors ce qui est intéressant à dire, c'est que donc, le Kama Sutra, c'est évidemment une érotique, hein, mais c'est aussi une poétique et une spiritualité. Mais justement, est-ce qu'on peut aborder ces dimensions-là? Vous nous en parliez bien sûr, parce que j'en ai j'ai ressorti 4 points
importants dans cette méthode-là. D'abord, la première chose, c'est l'expérience de la compréhension de soi, en fait. C'est apprendre à se connaître. Le Kama Sutra, ça permet ça. Ça permet aux hommes et aux femmes de se connaître dans leur intégrité intérieure et dans leur sexualité, bien entendu. Donc, ça va renvoyer à quelque chose auquel moi je suis très attachée et dont je parle beaucoup, c'est le connais-toi toi-même socratique, le connais-toi toi-même sexuellement. Donc, ça, c'est le premier axe du Kama Sutra, c'est l'expérience et apprendre à se connaître. Ce qui manque à beaucoup de gens, hein, on s'en rend compte. Hein. La sexualité en Occident, elle est souvent très, très limitée à la question coïtale, il faut quand même le dire. Hein. Quand on écoute les gens, on s'aperçoit que c'est quand même très, 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 très limité. Et que les amener à faire à expérimenter, c'est très important. Le deuxième point, c'est que dans le Kama Sutra, le corps n'est pas séparé du mental. Et que finalement, il y a un lien très, très étroit. C'est même pas un lien étroit. Ça me fait penser, moi, à Spinoza, hein, qui parle du lien corps-esprit comme une seule entité. Et ben, on retrouve ça aussi dans le Kama Sutra, c'est-à-dire l'esprit et le corps, à travers une force vitale, à travers peut-être ce qui peut nous paraître des positions un peu acrobatiques, eh bien, permettent ce lien entre l'esprit et le corps. Hein, et donc, ça donne une dimension sacrée à la relation. Le troisième point, c'est la question paradoxale. C'est-à-dire qu'entre la vie et le plaisir, eh bien, la vie, elle est considérée toujours comme un paradoxe, et en particulier l'intimité, hein, et à partir d'un point très intéressant, c'est la question de la distance. Et on voit que dans les positions, d'ailleurs, la distance, elle est jouée aussi dans les positions. D'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure avec cette petite femme qui était suspendue. Hein. On voit bien et que c'est la distance qui crée le désir. Hein. Alors là, on pourrait parler du confinement, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est bien le problème. Hein, c'est que n'ayant plus eu de distance, le désir est parti pour beaucoup de couples. Donc, c'est vraiment la distance qu'il crée. Et puis, avec ce côté paradoxal des limites aussi, jusqu'où peut-on aller dans notre sexualité, hein, et jusqu'où, en étant conscient de ce qu'on est en train de vivre dans notre sexualité, eh bien, jusqu'où peut-on transgresser aussi. Donc, c'est vraiment très, très fort tout ça. Hein, c'est pas que de la gymnastique, là, vous voyez, c'est autre chose. Ça nous pose la question des limites, ça nous pose la question de la transgression, de la vie comme un lieu paradoxal et du plaisir comme un lieu paradoxal aussi. Et puis en fait, pour le quatrième point, c'est que tout dans le Kama Sutra est question de lieu adéquat, c'est écrit comme ça, de moment adéquat et de personne adéquate. Et donc la question du contexte, et on va voir un peu plus en détail effectivement comment c'est décliné sur le plan de la masculinité et de la féminité, si vous voulez bien. Alors il y a des étapes. J'y vais, parce qu'il y a encore pas mal de choses à dire. Bon, j'ai encore un petit peu de temps. Donc les étapes. Alors la première étape, c'est la cour, hein, l'éveil, voilà. Et le premier point, c'est la question du contact, du premier contact. C'est décrit dans le Kama Sutra. Par exemple, les contacts sont codés, sont décrits. Comment ce premier contact peut se faire entre un homme et une femme. Et il y a une description parmi d'autres. La femme heurte avec ses seins l'homme en feignant de lui arracher quelque chose. Donc, il y a déjà un frottement qui se fait. Donc, vous voyez, ça, c'est un exemple. Il y en aurait d'autres, hein, mais il y a beaucoup de catégories d'étreintes qui sont décrites. Je ne peux pas toutes les décrire. Il y a la question du baiser aussi. Alors, on décrit plusieurs sortes de baisers, le baiser vibrant, le baiser touchant, le baiser de biais, enfin, tout ça, c'est décrit et codé. Hein. Le baiser sur le nombril, le baiser avec certaines intensités, enfin, voilà, le baiser tourné, le baiser appuyé. Enfin, il y a plein de baisers aussi qui sont décrits. Après, il y a une autre étape, c'est pincer, griffer. Alors, avec tout un codage au niveau des mains et des ongles. Comment les ongles doivent être coupés,
comment ils doivent être, comment se font les pincements et les griffures. Alors, il y a par exemple des griffures en griffes de tigre, en pattes de paon, en lièvre sautant, en lotus. Il y a des mots aussi qui sont autour de ça, donc c'est très joli. Donc voilà, comment on pince et on griffe. Il y a la question de la morsure, du marquage du corps. Hein, alors là aussi, il y a des très jolis termes, comment mordre en chaîne de corail ou en guirlande de joyaux. Voilà. Donc c'est tout ça, c'est très en nuage brisé, comme c'est beau. Il y a aussi les morsures de sanglier, il y a des choses plus hardes, n'est-ce pas? Donc voilà, donc mordre et marquer le corps, ça fait partie aussi de cette cour et de cet éveil. Et puis après, le dernier point de la cour et de l'éveil, ce sont les coups et les cris. Alors quand on dit coups, on pourrait se dire, oh là là, mais c'est violent. Hein. Alors non, les coups sont décrits. Alors ils sont faits d'une certaine façon, avec le dos de la main, avec le poing, avec la paume, en coin, en ciseaux, en poinçon, en pincette. Voilà, tout ça c'est décrit. Et puis les cris qui vont avec. Et qui peuvent se décliner. Et là, on va rentrer dans quelque chose d'intéressant. Les roucoulements, les cris d'animaux, des cris de perroquets, les cris d'abeilles, les cris de moineaux, les cris de cygnes, de canards, de cailles. Alors, vous entendez plein d'animaux parce que le Kama Sutra, c'est axé sur la nature. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand je vous ai vu, quand vous nous avez montré, pardon, la petite gravure avec plein de positions, tout se passe dans la nature. Donc, c'est très intéressant aussi de voir que la description, elle est à la fois animale et végétale. Donc, on fait l'amour dehors dans le Kama Sutra. Hein. D'accord, vous parlez de lieux. On voit quelques gravures où c'est dans des chambres. Mais quand on regarde bien, il y a toujours des descriptions avec des fleurs, des arbres, des plantes grimpantes. Et toutes les miniatures sont faites autour de ça. Donc, le lieu alors, après, on passe pas forcément la chambre du couple intime. Pas du tout. C'est beaucoup plus dans la nature. Alors, les relations bucco-génitales. Alors ça, on passe qui vont être au départ essentiellement décrites et pratiquées par les androgynes. Ça aussi, c'est intéressant. Qui vont prendre soit un aspect masculin, soit un aspect féminin. Et puis, on décrit 8 sortes de fellations. Donc, avec toutes les descriptions de la façon de faire des fellations entre hommes, homme-homme, femme-femme, cunnilingus, et homme-femme. Voilà, donc on est dans… Alors par exemple, il y a des fellations qui ont des noms aussi. Hein. Par exemple, il y en a une qui est très jolie, qui s'appelle sucer une mangue. Voilà, je trouve ça très beau. Alors il y en a d'autres, hein, évidemment. Il y a, par exemple, Kalika, qui est une ça correspond à ce que nous appelons 69. Voilà, et tout ça, c'est décrit. Après, il y a la question de l'orgasme. Alors, on a vu Kama, ça voulait dire le côté désir érotique qui réjouit les sens, mais qui ne fait pas que réjouir les sens. Hein, on dit aussi que Kama, ça accélère l'ardeur et ça libère l'âme. Donc, ce qui est intéressant dans le Kama Sutra, c'est que d'emblée, on pense que la femme a plusieurs orgasmes. Ce que nous avons ensuite, que Master et Johnson ont découvert ensuite dans les années 60, hein, en faisant des observations sur les couples en live. On sait que l'homme a un orgasme et que les femmes en ont plusieurs. Alors, toutes les femmes n'en ont pas plusieurs. Hein. Il y en a certaines qui n'en ont qu'un. Après, c'est une histoire de découverte personnelle. Mais dans le Kama Sutra, on parle déjà d'orgasmes multiples chez la femme. Et puis après, alors là, ça va être un peu plus sensible parce qu'on va parler des postures et des positions. On a encore un petit peu de temps. Et il y a 3 types d'hommes qui vont être décrits et 3 types de femmes. Et les hommes vont être décrits en lien avec la taille de leur phallus et non pas en disant plus petit, plus grand. Hein, c'est pas ça. Mais suivant la taille de leur phallus, ils vont avoir ils vont avoir un caractère, on va dire ça comme ça, ou une forme de caractère. Et puis les femmes aussi. Alors, chez les hommes, il y a 3 représentations, et vous allez voir que c'est toujours des représentations qui touchent à la nature. Le lapin, chez nous, ça peut nous évoquer des choses. Le taureau et l'éléphant. Il y a des hommes lapins, des hommes taureaux, des hommes éléphants. Chez les femmes, il y a des femmes biches, juments et éléphantes.
Et ce qui est très intéressant, c'est que toutes les postures vont être interprétées suivant la rencontre. C'est-à-dire qu'un homme lapin qui va rencontrer une femme éléphante, il ne fera pas la même chose que s'il rencontre une femme biche. Et tout ça, c'est codé. Voilà. Donc, il n'y a pas mieux ou moins bien. C'est pas deux éléphants ensemble, c'est très bien, et un lapin avec une biche, c'est pas bien. C'est pas du tout ça. C'est que toute la sexualité, et toutes les positions du Kama Sutra sont reliées à ces représentations. Ça, c'est un point très important. Parce que ça pose une question que nous entendons dans la clinique et que j'ai encore entendue très récemment, c'est la question de cette fameuse alchimie, de cette fameuse compatibilité. Dont on nous pose à nous la question des cliniciens, c'est-à-dire est-ce que nous sommes compatibles ou on n'est pas compatible, ou est-ce qu'on pourrait être compatible? Voilà, on a toutes ces questions-là. Et parce qu'il y a un guide dans le Kama Sutra pour découvrir si nous sommes taureaux ou biche ou éléphant. C'est quelque chose qui… Il y a un guide pour savoir lequel, pour savoir qui nous… Alors, oui, alors c'est quand même, pour les hommes, c'est quand même lié malgré tout à la taille du sexe, quand même. Et pour les femmes, c'est lié à la soi-disant, je mets bien les guillemets, profondeur du vagin. Hein. On sait très bien que le vagin est quand même un lieu souple, hein, donc voilà. Alors la question, mais ce qui est intéressant, c'est pas tant il n'y a pas de jugement, il n'y a pas vaut mieux être ci que ça ou ça que ci, c'est pas la question. La question, c'est comment après tout ça va s'intercaler, on va dire ça comme ça. Hein. Et qu'est-ce qui fait qu'il y a des choses qui peuvent fonctionner avec certains caractères et pas d'autres. Voilà. Donc, et que c'est dans la rencontre que ça va se créer, ça. Ça rejoint beaucoup de questions, hein, parce que la question de la taille du sexe chez les hommes, chez nous en Occident et dans nos consultations, elle est centrale. Il y a beaucoup d'hommes qui viennent avec cette question-là, on le sait. Alors, on a une question qui semble très importante pour un ou une de nos éditrices et qui a très envie de savoir. Joël, pour faire synthétique, est-ce qu'il existe un Kama Sutra senior? Voilà, c'est une question qui nous est posée. Ah oui, alors il y en a plein, hein, des Kama Sutras senior. Je ne sais pas s'il y en a un plus senior que junior, mais d'abord ça doit exister, ça doit être écrit, ça certainement, mais à l'origine, le Kama Sutra, il est pour tout le monde. Il n'est pas que oui, c'est ce que vous disiez au début, finalement, de la session. Il est absolument pour tout le monde. Après, les déclinaisons, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des Kama Sutras qui sont parus avec des déclinaisons. C'est un peu, je pense, ça me fait penser à la Joconde qu'on a utilisée dans tous les sens pour la transformer en plein de représentations. Mais le Kama Sutra, c'est pareil, ça est devenu un objet. Donc oui, un Kama Sutra senior peut-être. Après, c'est une question d'adaptation parce que le Kama Sutra, c'est quand même aussi la règle principale, c'est l'adaptation. D'ailleurs, cette histoire de lapin, de taureau, d'éléphant et de biche, de jument et d'éléphant, c'est ça, c'est de l'adaptation. C'est comment on s'adapte les uns et corporellement, véritablement corporellement. Alors, après, toutes ces positions, effectivement, elles ont aussi des noms, hein, donc, et puis elles ont aussi une énergie. Hein, elles peuvent être appuyées, entrelacées, levées. Il y a des positions d'écrasement. Il y a la position, par exemple, du bambou fendu, donc qui est une position un peu particulière pour nous. Enfin bon, il y en a certains qui peuvent être compliqués aussi. Il y a aussi des représentations d'union. Il y a les unions, par exemple, l'union de la vache, l'union du chien, l'union du cerf, l'union du bouc, l'union du chat, etc. Donc on retrouve tous les animaux qui sont aussi… voilà. Mais ce qui est intéressant, je trouve aussi, c'est justement cette question des caresses internes. Parce que ça, on en parle. On en parlait tout à l'heure. Et puis nous, on n'en parle pas beaucoup finalement en Occident de ça. Et il y a plusieurs exemples. Donc qui sont, nous, souvent, c'est très très lié au mouvement du bassin finalement, hein, qui a pu, même dans certaines pratiques sexo-corporelles, on retrouve ces histoires de mouvement du bassin à travailler. Mais il n'y a pas que ça s'en est une. Hein, se mouvoir vers l'avant. Bon, il y a le barattage, j'en ai parlé tout à l'heure. Il y a d'autres
variété de mouvements hein, entre le yoni et le lingam, entre le sexe féminin et le sexe masculin, pendant le coït, hein, qui sont par exemple, Avarnatana, parce qu'on peut dire quelques mots en sanskrit, c'est le piétinement, c'est l'oppression. Et dans cette position-là, la femme est en position supérieure. Il y a des positions aussi qui intègrent la force, la pression. Il y a des positions qui intègrent le tourbillon aussi, hein, qui s'appellent d'ailleurs des positions du tremblement de terre. Il y a des positions comme l'union du sanglier, où il y a un seul côté du sexe féminin qui est frotté par le sexe masculin. Dans l'union du taureau, les deux côtés sont frottés. Voilà, donc il y a tout un codage des caresses internes qui ont à voir avec les positions externes, évidemment, et qui ont à voir avec les caractères de chaque partenaire. Donc, vous voyez, c'est assez riche finalement, et surtout, ça peut produire de la créativité, en fait. Hein, il y a une grande ouverture. Alors, pour finir, parce que je vois le temps qui passe, je vais juste parler un peu des sexualités multiples, parce que effectivement, les unions en société, ça s'appelle comme ça, les unions multiples s'appellent les unions en société. Un homme avec deux femmes, une femme avec deux hommes, c'est l'union en société. Et ça, on le voit dans les représentations très fréquemment. Un homme avec plusieurs femmes ou une femme avec plusieurs hommes, ça s'appelle l'union du troupeau de vaches. À savoir que la vache est sacrée en Inde. Hein. Voilà, exactement. Oui, on ne sait pas d'ailleurs pourquoi. C'est très mystérieux cette histoire de vache sacrée. Je me suis penchée sur la question, on n'a pas beaucoup de réponses. La question des courtisanes aussi, et il n'y a par exemple que les courtisanes et les reines qui ont le droit de faire l'amour avec plusieurs hommes dans le Kama Sutra. D'accord. Et puis la dernière question que je voulais aborder avant de conclure, peut-être il y aura, après on pourra regarder un petit peu le PowerPoint et puis peut-être quelques photos, c'est la question de la sodomie. Alors ça s'appelle, la sodomie, il y a une jolie expression, ça s'appelle sous la cuisse. C'est adonarata, c'est une position qui s'appelle comme ça, sous la cuisse, et qui est qualifiée aussi d'union étrange. Hein, alors après, voilà, entre hommes ou entre hommes et femmes. Mais c'est abordé dans le Kama Sutra. Donc, tout y est abordé en fait. Donc, on a en fait, pour conclure un peu, on a une vision énergétique de la sexualité qui va être tournée vers la liberté, en lien avec la nature, avec les animaux, avec les plantes, avec une recherche du mouvement, des accords des corps, qui peuvent être différents, puisqu'on a des modèles différents, une acceptation du désir à un même niveau entre l'homme et la femme, puis surtout un lien avec la spiritualité dans la quête du plaisir. Et une dernière question avant de conclure, avant d'envoyer votre diapo. Est-ce que vous, en tant que sexologue, du coup, en tant que professionnel, est-ce que c'est quelque chose que vous recommandez, vous, à vos patients, ou que vous pourriez recommander de se pencher sur la question du Kama Sutra et de pratiquer dans sa globalité, hein, on l'a vu, pas que des positions, le Kama Sutra? Alors oui, parce que c'est surtout que ça met une perspective très globale donne une perspective très globale de la sexualité, dont la plupart des gens sont complètement étrangers, hein, ou avec des différences dans les couples d'ailleurs aussi, parce qu'on n'est pas forcément sur le même niveau hein, quand on est à deux ou à plusieurs, mais enfin bon, au moins à deux. Donc effectivement, c'est une aide tout à fait intéressante parce que c'est très métaphorique. Donc on sait bien que quand on parle à nos patients, enfin aux gens qui nous consultent, sur un plan métaphorique, il y a des représentations qui aident à évoluer et puis aussi à mieux se connaître, parce que c'est quand même ça l'idée. Il y a une idée à la fois de mieux se connaître soi-même et de mieux connaître l'autre, de mieux s'imbriquer d'une certaine façon pour trouver le plaisir, et puis de s'élever aussi ensemble. Mais ça, s'élever ensemble, c'est pas donné à tout le monde. Je crois que voilà, le Kama Sutra est vraiment dans cet axe-là. Mais on peut essayer d'accompagner les gens qui ont des difficultés sexuelles
pour leur montrer que finalement, eh ben, il y a peut-être autre chose que ce qu'ils sont en train de vivre. C'est toujours la question des schémas, des façons un peu rituelles de faire l'amour aussi, hein, qu'on retrouve hein, très fréquemment, et qui font que bah, la sexualité perd de son intérêt, et c'est le lit aussi de tous les troubles du désir, ça. Bon, on a abordé plein de choses aujourd'hui, pas assez, mais malheureusement, on est limité en Ouais. temps. On va commencer votre diaporama de fin que je vais vous laisser commenter pour résumer un peu tout ce qu'on a pu voir cette Oui, dernière heure. oui, il y a beaucoup de choses qui seront certainement des choses que j'ai déjà dites. Bon, bah, toute l'histoire que nous avons vue, effectivement. Voilà, il y a une très jolie phrase là de Vitsayayana, qui est donc l'auteur du Kama Sutra, qu'on peut lire, hein, voilà, le désir est inhérent à la nature et se voit renforcé par l'intelligence et la pratique du plaisir. Purifié de l'agitation qui d'ordinaire l'accompagne, il devient inoffensif et puissant. Vous voyez, le désir qui devient inoffensif et puissant. Inoffensif. C'est une très jolie phrase. Voilà, bon là, c'est les 4 points de la méthode que je vous ai un peu ressortis. Le connais-toi toi-même, l'aspect sacré, l'aspect paradoxal, et puis lieu adéquat, moment adéquat, personne adéquate. Voilà, là, on est aussi sur la sexualité multiple. Ça, c'est la dernière d'ailleurs, je crois. Il y en a un, voilà. Et la bibliographie. Pour ceux qui voudraient aller plus loin, Voilà. évidemment. Alors, il y aurait beaucoup à dire aussi sur l'image du corps en Inde. Je pense que je vais écrire un article sur cette question. Sur les parties du corps aussi. Beaucoup de choses à dire. Quand on va en Inde, on est très surpris de voir qu'on n'est pas du tout… Les Indiens ont des fascinations. Hein. Ils sont très fascinés par les seins en général. Mais aujourd'hui encore, je trouve que c'est un lieu du corps qui les intéresse beaucoup. Et voilà, donc les seins des femmes en Inde sont cachés, hein, évidemment, et leur ventre est souvent montré, donc c'est assez intéressant. Mais ce qui est surtout caché, c'est le bas du corps. C'est tout le bas du corps, tous les jambes, les chevilles. Voilà. Mais aujourd'hui encore, hein, c'est encore comme ça. Alors, pas dans les villes, il y a les jeunes femmes qui maintenant, évidemment, s'habillent de façon européenne avec des shorts, des mini-jupes, etc. Mais quand on est dans les régions très traditionnelles, on voit bien que la question du corps est très différente de chez nous, et comme ça, c'est aussi intéressant. Je pense que ça a aussi à voir avec le Kama Sutra. Écoutez, nous avons hâte de lire ces futures publications sur le sujet Oui, pour aller plus loin. Et bien, merci beaucoup, Joël, pour cet échange. Merci à tous nos auditeurs pour leur participation et leurs questions. C'est l'occasion pour moi de remercier encore une fois donc Philippe Le Gomidec à la technique, et aussi Thierry oui. Totil et vous, Joël Mignot, pour la conception de ces webinaires Intimus, parce qu'en effet, c'était notre 20e déjà session Intimus et notre dernière pour cette période de confinement, de déconfinement. Nous reviendrons bientôt vers vous, vers l'audience sur pour d'autres projets, d'autres discussions. En tout cas, c'était un réel plaisir de vous avoir aujourd'hui, Joël, de vous avoir eu dans les sessions passées. Merci à vous, Georgina. Merci à Grace aussi qui est derrière. Bien Merci sûr, beaucoup à hein. Grace Merci à Thierry aussi, hein, bien sûr, puisque on a été les architectes quand même de ces 20 conférences, et qui sont voilà, disponibles en plus. Voilà, qui sont toutes à retrouver sur la chaîne YouTube de la chaire, donc chaire UNESCO Santé Sexuelle et Droits Humains. Donc vous pouvez retrouver toutes les sessions, retrouver toutes les bibliographies, retrouver tout ce qu'on a pu parler. Et donc voilà, on va vous souhaiter à toutes et à tous une très belle continuation. Merci à Grace pour tout le travail qu'on a pu accomplir ensemble à l'animation et tout le côté de l'ombre que vous ne voyez pas. Et donc dans l'espoir de retrouver tout le monde dans de meilleures circonstances et de partager encore plus sur des sujets intéressants, passionnants. L'équipe d'Intimus remercie tout le monde qui a pu participer et vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup, Georgina. Merci, Grace. Merci, Philippe aussi. Merci, Philippe.